exposition et faire dédicacer l'ouvrage. Et Jean-Yves Molinas a écrit quant à lui, et il dédicace aussi, d'une rive à l'autre, c'est son autobiographie. Donc bien sûr, encourager nos auteurs. Tous les ouvrages sont encore disponibles et bien sûr, c'est aussi important que vous fassiez vivre la production littéraire des Français d'Algérie. Alors, c'est une vaste question cette question liée à la communauté pied noir est-elle une réalité ? Je vais commencer. Alors, bien sûr, j'excuse à nouveau Arnaud Folk qui nous aurait donné une vision plus politique, peut-être un peu sondagière, de ce que pèse aujourd'hui la communauté pied noir. Je vous donnerai quelques éclairages à sa place, mais en son absence, bien sûr, Hubert et Jean-Yves, s'ils le veulent bien, nous donneront leur perception. C'est un éclairage, hein, c'est pas un colloque scientifique. Alors, je rappelle qu'Hubert Ripoll, il a auditionné, si mon compte est bon, 62 personnes de 3 générations sur plus de 2 ans. Et des gens qui vont de 26 ans à 92 ans, donc un large spectre de Français d'Algérie, et sur l'ensemble des générations. 3 années d'enquête, comme il le dit, pour entrer dans les souvenirs des 3 générations de pieds noirs, afin de comprendre les méandres de leurs pensées et la transmission de leur mémoire, et aussi pour élucider les tréfonds de leur pied-noiritude. Alors, première question, avant d'en venir à cette existence de la communauté pied noir aujourd'hui, qu'est-ce que, au travers de cette enquête, Hubert, qu'est-ce qui ressort de cette identité pied noir? Comment on pourrait la caractériser? Aujourd'hui, bien sûr. Ce qui ressort de cette enquête, d'abord, c'est le non-dit. C'est-à-dire une incapacité à transmettre quelque chose. Comme je le dis dans le livre et comme ils me l'ont dit, l'Algérie était présente à chaque instant de la vie et l'Algérie est présente à chaque instant de la vie des pieds noirs. De 3 millions, il y a actuellement 3 millions, une dernière statistique du mois de juin, il y a actuellement 3 millions de pieds noirs. J'appelle pieds noirs tous ceux qui sont les héritiers des pieds noirs. Par extension. Voilà. Donc, pour ces 3 millions, l'Algérie a tout le temps été là. L'Algérie a été tout le temps là, notamment à nos tables. Manger n'est pas seulement se nourrir. Manger, c'est une communion, au sens biblique du terme. Manger une mouna, d'une certaine manière, c'est absorber les valeurs des anciens, comme les chrétiens, par la communion, absorbent les valeurs, la spiritualité du Christ. C'est exactement le même acte, et que l'on soit juif, que l'on soit chrétien, c'est exactement le même acte. Donc l'Algérie a tout le temps été là, mais elle a rarement été dite. Et donc j'analyse dans ce livre, on y reviendra, pourquoi elle n'a pas été dite. Le deuxième paramètre important, c'est que j'ai la ferme conviction que quand bien même certains vous disent mes racines, je n'en ai pas besoin, les racines travaillent toujours aux personnes. On peut vivre sans racines. C'est un peu lorsque quelquefois vous allez voir un ostéopathe, si vous allez le voir, c'est que vous êtes un peu patraque, mais enfin ça ne vous empêche pas de vivre. Hein. Vous avez mal à l'épaule, c'est de l'arthrose, bon c'est normal, ça a des réglages. Puis brusquement, il y a quelqu'un qui va toucher quelque part, et puis brusquement on dit j'ai l'impression que mon muscle respire, j'ai l'impression que mon épaule respire. Autrement dit, on finit par vivre chroniquement dans un état de, je dirais pas de déséquilibre, mais d'un déséquilibre relatif. Et combien de fois, et je veux y compris avec des gens qui sont dans cette salle, puisque certains de mes témoins sont dans cette salle, que le fait de parvenir à dire quelque chose, eh bien, fait que ce n'est plus le muscle qui respire, mais c'est l'âme et c'est la conscience qui respire. Autrement dit, ça c'est important et c'est très important pour vous tous, pour nous tous, qui nous posons la question de savoir
que transmettre et comment transmettre surtout, c'est que les racines sont une nécessité et qu'il y a une transmission nécessaire et qu'il faut trouver les mots et que pour faire trouver les mots, il faut quelquefois bien faire des concessions et il faut de toute façon partager. Le maître mot est partage. On partage dans la communion, on partage dans le repas, on partage dans la spiritualité. Dès lors que le partage n'est plus possible, la transmission n'est plus possible et la communauté se désagrège, si pour une quelconque raison, valable ou non valable, le partage ne peut plus se faire. Enfin, la dernière chose, c'est que lorsqu'un enfant, et c'est le cas de nous tous, si nous sommes là et si vous êtes là, c'est bien pour cette raison, lorsque des enfants, nous étions enfants, adolescents, en 1962, lorsque ces enfants que nous étions avons vu la détresse dans les attitudes de nos parents, et pas forcément dans les mots, parce qu'ils ne parlaient pas, eh bien, il y a chez nous, chez l'être humain, il y a un besoin de réparation. Et cela, c'est la dernière chose, ce qui explique d'une certaine manière, ce que nous sommes, ce besoin de réparation. Voilà l'essentiel qui nous semble ressortir de cette enquête. Alors, une question complémentaire, c'est que, est-ce que l'on peut se sentir pied noir, justement, quand on a été coupé de ses racines, et quand on a une patrie sans territoire, et quand même, on n'est pas né dans le territoire? Au travers de cette enquête, est-ce qu'il y a une perception de cette identité pied noir pour cette catégorie-là? Alors ça, je peux le dire, oui, alors c'est le cas, oui, vraiment le cas, beaucoup plus qu'on imagine, mais ça, c'est pas mon livre qui me l'a appris, c'est l'après-livre. Puisque dans mon livre, j'ai pris soin de ne pas m'adresser à des militants. Pourquoi ? Le militantisme est quelque chose d'important, mais le militant va vous dire ce qui est convenu dans l'institution à l'intérieur de laquelle il milite. Et je n'avais pas besoin de décrire le militantisme de tel ou tel membre d'association. Donc, j'ai été, par le biais des associations d'agriculteurs, de commerçants, sur des sites où on dit comment l'on mangeait là-bas, ou voilà, des personnes qui étaient extérieures à tout cela, parce que je voulais toucher à ce qui était profond. Mais malgré tout, ceux qui sont venus vers moi, je n'en ai contacté que 4 volontairement. Tous les autres, je ne les connais pas. Je viens de faire connaissance aujourd'hui d'un de mes témoins que je ne connais pas, avec qui on a conversé. Ça a duré plusieurs mois, nos échanges. Et cette personne est là, et on s'est rencontrés hier. Voilà. Donc, mais tout cela était volontaire. Et s'ils sont venus vers moi, c'est qu'ils avaient besoin de parler. Quand bien même, et c'est le cas pour beaucoup, ils n'avaient jamais pu en parler chez eux. Depuis que ce livre est sorti, j'ai eu énormément, vraiment beaucoup si vous allez sur mon blog, vous en trouverez pas mal de traces, mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Et notamment ceux de la 3e génération. Et nos échanges, quelquefois, ont duré 2 ans ou plus. Là, je vous rendrai compte d'un échange que j'ai eu pendant 3 ans, avec échanges qui ne sont pas terminés, avec quelqu'un que je ne connais pas, et qui avait au début de notre discussion 40 ans. Et ce sont eux qui m'ont appris cela. C'est que cette mémoire travaille. Alors, si les parents ont transmis des valeurs qui peuvent être partagées, alors la filiation a lieu. Et se crée un besoin d'aller plus loin que ce qui a été transmis. Mais je peux dire que d'une manière générale, je donnerai des exemples, la pied-noiritude travaille d'autant plus que la mémoire des parents n'est pas apaisée. Mais le problème est que quand la mémoire des parents n'est pas apaisée, la parole est bloquée et la transmission risque de ne pas se faire. Et c'est donc tout le travail que nous devons faire pour arriver à réétablir ce dialogue. Et vraiment, le maître mot, comme dans toutes les relations humaines, c'est partage.
Merci Hubert. Alors, il y a une autre question que je vais poser à l'un comme à l'autre, parce que c'est aussi ce qui souvent fait le socle de notre conscience communautaire, on va l'appeler comme ça, c'est de savoir si ce souvenir de l'exil et cette culture de l'exode dramatique, ça aussi forge la conscience, ou cette revendication d'identité pied noir. Est-ce que c'est un trait que l'on retrouve régulièrement dans ceux que vous avez interrogés, et notamment les plus jeunes, bien sûr? Bon, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous le produit de notre histoire et nous sommes tous le produit de notre mémoire. Et nous faisons quelquefois contre, nous faisons quelquefois avec, nous ne faisons jamais sans. Et celui qui est sans, ou qui croit être sans, parce que pour des raisons X ou Y, il a été coupé de ses racines, de son histoire et de sa mémoire, eh bien, il ne vit pas pleinement. Et ça, j'en ai un certain nombre de preuves. Alors, avant de dire ce qu'est la troisième génération, je voudrais dire quelque chose qui est très beau et qui est dans mon livre et qui va vous montrer comment la mémoire peut fonctionner. Alors, ce n'est pas un cas unique. Il y en a plusieurs dans mon livre, de la même nature. On peut se demander à quel point ces choses-là sont possibles. Je n'y étais même pas préparé. Il y a dans mon livre, la plupart des personnes que j'ai interrogées pendant très longtemps, et puis il y a quelques fragments de personnes que j'ai rencontrées l'espace de quelques instants, et c'était le cas de Yves. Yves avait quelques années de plus que moi. Et nous étions invités par un ami commun, on ne s'était quasiment jamais vus, et puis, bon, moi je suis en train de faire mon bouquin, vous savez, quand on a un bouquin, on fait nuit et jour, c'est quoi quasiment obsessionnel, c'était souvent embêtant pour les autres d'ailleurs, j'imagine. Enfin bon, bref, et je me mets à parler de ça, et puis on se met à parler de racines, et Yves me dit, moi les racines, mon père, même mes parents, l'Algérie, moi aussi, je suis né là-bas, je suis parti, j'avais 20 ans. Mais enfin, moi, je vis très très bien sans cela. Et puis, bon, on parle, et à un moment donné, au cours de la soirée, il me dit quelque chose d'absolument époustouflant pour quelqu'un qui n'a pas de racines. Alors, je dis ceci à Yves, si tu veux, on s'est tutoyé, si tu veux, j'aimerais bien enregistrer ce que tu m'as dit, on se revoit, j'amène mon magnétophone, et voilà ce qu'Yves m'a dit. J'étais en vacances en Espagne, à Benidorm, il y a une vingtaine d'années. Je visitais la région au hasard. Je suis arrivé à Tarbena, un joli village sur les hauteurs, à une vingtaine de kilomètres de la mer. Dès que j'y suis rentré, je l'ai trouvé très joli, plus joli que tous les autres. J'ai même dit à ma femme que je sentais que je pouvais y vivre, que je pouvais rester là. Elle a été surprise et n'a répondu qu'elle n'y resterait pas 48 heures. Moi, je m'y sentais mieux que dans les autres villages. Je n'ai jamais ressenti un tel sentiment. Il avait des maisons blanches, bien peintes, d'un style un peu mauresque, avec des arrondis de partout et des petits drapeaux accrochés aux fenêtres. C'était très coquet, très propre. Les gens étaient gais et sympathiques, pas comme ailleurs. J'ai vu de beaux villages, tu sais, mais aussi beaux, je me le demande. Ça ne me rappelait pourtant rien de connu, mais je ne peux pas dire pourquoi je m'y suis senti de suite très bien, heureux, apaisé, comme si j'avais trouvé un souffle. C'était un village de l'intérieur, accroché à une montagne, avec rien qui ne m'était familier, moi qui ne me sens pas bien dès que je suis loin de la mer. En rentrant de vacances, j'en ai parlé par hasard à un vieil oncle. J'ai été stupéfait d'apprendre que nos ancêtres venaient de ce village. Il m'a dit que mon arrière-grand-père avait vécu et qu'il était peut-être né. Je n'en savais rien. Alors, ce n'est pas le seul témoignage, il y en a d'autres, de mon kinésithérapeute d'ailleurs, qui me massait le dos, et il avait un nom de là-bas, un beau nom espagnol, et je lui dis, ah bon, vous êtes d'où, et ainsi de suite, et il me raconte la même chose, et puis bon bref, 2 jours après, je lui demande d'amener mon magnétophone, et il me dit exactement la même chose. Bon. Alors, bon, c'est évident que nous ne sommes pas comme les saumons qui remontons en
encore que notre conscience est fabriquée à partir de cette évolution. Nous ne sommes pas ni les saumons, ni les anguilles qui vont pondre en mer des Sargasses et qui remontent. Donc, Yves, comme l'autre, avaient certainement entendu dire dans leur enfance le village, pour lui, le village de Tarbena. Ce qui est important, c'est que le seul fait que dans sa conscience, le mot Tarbena a pu atteindre quelque chose qu'il avait forcément entendu, a fait qu'il se soit senti bien. Et quand ils vont dire heureux, apaisé, en équilibre, un souffle, c'est exactement les mêmes mots que m'emploient ceux de la 3e génération pour dire ce qu'ils pensent trouver si un jour ils vont en Algérie, ou ce qu'ils ont trouvé lorsqu'ils y ont été. Une respiration apaisée, en équilibre, un souffle. Cela veut donc dire que Yvon vit très bien, sans sa mémoire. Mais s'il n'avait pas trouvé cet équilibre, que finalement, un équilibre si remarquable qu'il ne le vit pas au jour le jour, c'est bien que c'est sa mémoire et c'est son histoire qui le travaille. Le fin fond de l'histoire, c'est qu'à la suite de ça, Yves a parlé à son père et qu'en 2012, Yves est retourné en Algérie. Voilà, donc ce qui montre bien à quel point cela travaille. Cela travaille les dernières générations, ça je le dis évidemment, mais plus encore ceux qui sont tombés sur ce livre par hasard, après la parution du livre. Et là, j'ai vraiment eu énormément de messages qui me sont envoyés, parce qu'on trouve mon adresse email à peu près de partout. Si vous cliquez Ripoll, vous allez la trouver 15 fois sur les sites internet. C'est volontaire. C'est volontaire, puisque j'écris des livres et que j'attends de ceux qui lisent mes livres qu'ils entrent en relation avec moi. Donc, c'est un appel à communication. Bon, eh bien, ceux-là me disent que ça a été véritablement un souffle, qu'ils n'imaginaient pas. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, je signe à lire en famille. Et je dis aux personnes, ce livre-là, laissez-le traîner. Et dites-leur, bon, écoute, ouvre-le, tu verras bien, on discutera. Donc, cette dernière génération, quand bien même elle dit qu'elle n'a plus rien à voir à cette histoire respire en eux. Pourquoi ? Parce que nos parents sont arrivés avec une image double et contradictoire. Le mythe d'un paradis perdu. Et j'ai analysé ce qu'était le paradis perdu. Là, j'ai pris du temps à analyser dans les consciences ce que c'était. Et parallèlement à cela, un enfer. Et vous savez, les psychologues peuvent produire ce que l'on appelle des névroses expérimentales. On ne le fait pas chez l'homme, encore qu'il y en a qui doivent s'y amuser, mais on le fait chez l'animal, on peut le faire chez l'animal. Si chez un animal, vous donnez un renforcement positif pour quelque chose, et à un moment donné, vous donnez un renforcement négatif pour la même chose qui a été positive, et si vous variez comme ceci, l'animal devient fou. Or, c'est ce qui s'est passé dans les consciences de nos parents, outre le fait de la stigmatisation et autres, c'est-à-dire cette image. Et dans la vie, à la maison, autour de la table, c'est cette notion que l'on a vue dans le film. Ce film était très représentatif de ce que j'ai retenu. Bon, j'ai regretté, évidemment, ça c'est absolument impardonnable, j'ai rien vu sur Philippeville. Si je passe là-dessus, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, bon, c'est ma sensibilité, j'ai vu du partage. Et nos enfants ne peuvent qu'être réconciliés avec cette image-là. Autrement dit, ce que les enfants ont vu, c'est cette atmosphère, et ça, c'est ce qui leur travaille, et ça, c'est ce que nos parents ont semé de meilleur. Et donc, je pense que cette psychologie, parce que c'est une nécessité vitale, une spiritualité vitale pour l'être humain, j'en fais vraiment quelque chose qui est une forme
de besoin téléologique, c'est-à-dire un besoin qui vous dépasse et qui vous permet de vivre et de survivre. J'en fais vraiment une question de survivance, pas une question d'éthique, pas une question de morale, pas une question de respect, c'est tout simplement le besoin d'un souffle, comme le dit Yves, apaisé, en équilibre, un souffle. Si l'on va un peu plus loin, notamment en direction des jeunes générations, celles que Hubert a interrogées, quelle est la part de ceux qui se revendiquent pieds noirs d'appropriation du passé tragique des pieds noirs et des souffrances d'une communauté que l'on n'a pas forcément vécue, parce qu'on est né soit très jeune, enfin on est parti très jeune d'Algérie, ou voire même que l'on est né en métropole. Est-ce que, dans le tréfonds de l'âme, on s'approprie aussi, ou est-ce qu'on en reste à la surface, à l'approche culinaire, familiale, et à d'autres éléments plus, je dirais, plus touristiques, en quelque sorte? Ou est-ce qu'on s'approprie cette histoire aussi? Lorsque je parle avec des pieds noirs, ou des enfants, petits-enfants de pieds noirs, et c'était déjà le cas dans mon livre, je l'ai d'ailleurs décrit, et ce que je retrouve maintenant avec ceux qui ont lu ce livre et qui sont tombés sur ce livre par hasard, nos premiers échanges sont toujours extrêmement heureux. Je me rappelle d'un contact que j'ai eu avec quelqu'un qui se trouvait au Canada. Elle était belle comme tout, c'était une descendante d'Espagnol, elle avait tiré ses cheveux en arrière, elle avait mis un petit collier de perles autour de son cou, elle était très bronzée, pourtant elle vit à Québec. Et elle était belle, c'était une belle Espagnole, et en la voyant le matin, à 9h du matin, par Skype, je me suis tout de suite dit, elle s'est faite belle pour rencontrer l'Algérie. Parce qu'elle savait qu'elle allait me parler. D'une certaine manière, je représentais l'Algérie. Et tout a été heureux, et tout était une forme de bonheur. Et puis en avançant, ça a été des souffrances. Et nos échanges ont duré près de 6 mois. Et elle me dit, le dernier jour, tu as semé quelque chose qui a été douloureux et qui m'a permis de grandir. Et ça, je vais le retrouver, y compris chez les jeunes actuellement. Ce qui veut dire que les souffrances que nous avons perçues et que nous avons transmises, mes petits-enfants n'ont pas connu la souffrance de mon père. Ils ne l'ont pas connue. Mais je suis persuadé que cette souffrance, ce qu'il était, alors que je ne suis pas dans la nostalgie, mon travail et ce livre m'a permis d'aller en avant et de regarder l'arrière comme une forme d'apaisement. Je regarde en arrière vraiment apaisé, vraiment apaisé. Et pourtant, ma petite fille est porteur de cela. Elle est porteuse de cela. Ils sont porteurs de cela. Ils ne le savent pas. L'être humain est assez fantastique, et ça c'est la psychologie transgénérationnelle qui nous l'apprend, c'est que tout passe, notamment ce qui n'a jamais été dit. Ça passe, ça traverse les générations, et je suis certain que dans 3, 4 ou 5 générations, un petit Ripoll accomplira un geste dont il ne connaîtra pas l'origine, et que ce geste est porté par la grand-mère Floriot et le grand-père Ripoll, qui arrivaient de leur exil premier. Voilà, il faut être bien convaincu que la force de la communauté traverse les individus, quand bien même on est dans le déni, quand bien même on ne s'exprime pas. Donc nous avons un travail qui est redoutable à faire, c'est de trouver les clés qui permettent de faire ici
et maintenant ce travail de révélation. Merci Hubert. Jean-Yves, Et ça, j'en ai un certain nombre de preuves. Alors avant de dire ce qu'est la troisième génération, je voudrais dire quelque chose qui est très beau et qui est dans mon livre et qui va vous montrer comment la mémoire peut fonctionner. Alors ce n'est pas un cas unique, il y en a plusieurs dans mon livre, de la même nature. On peut se demander à quel point ces choses-là sont possibles. Je n'y étais même pas préparé. Il y a dans mon livre, la plupart des personnes que j'ai interrogées pendant très longtemps, et puis il y a quelques fragments de personnes que j'ai rencontrées l'espace de quelques instants, et c'était le cas de Yves. Yves avait quelques années de plus que moi, et nous étions invités par un ami commun. On ne s'était quasiment jamais vus, et puis, bon, moi je suis en train de faire mon bouquin. Vous savez, quand on a un bouquin, on fait nuit et jour, c'est quoi, quasiment obsessionnel, c'était souvent embêtant pour les autres d'ailleurs, j'imagine. Enfin bon, bref, et je me mets à parler de ça, et puis on se met à parler de racines, et Yves me dit, moi les racines, mon père, mes parents, l'Algérie, moi aussi, je suis né là-bas, je suis parti, j'avais 20 ans. Mais enfin, moi je vis très très bien sans cela. Et puis bon, on parle, et à un moment donné, au cours de la soirée, il me dit quelque chose d'absolument époustouflant pour quelqu'un qui n'a pas de racines. Alors je dis ceci à Yves, si tu veux, on s'est tutoyé, si tu veux, j'aimerais bien enregistrer ce que tu m'as dit, on se revoit, j'amène mon magnétophone, et voilà ce qu'Yves m'a dit. J'étais en vacances en Espagne, à Benidorm, il y a une vingtaine d'années. Je visitais la région au hasard. Je suis arrivé à Tarbena, un joli village sur les hauteurs, à une vingtaine de kilomètres de la mer. Dès que j'y suis rentré, je l'ai trouvé très joli, plus joli que tous les autres. J'ai même dit à ma femme que je sentais que je pouvais y vivre, que je pouvais rester là. Elle a été surprise et n'a répondu qu'elle n'y resterait pas 48 heures. Moi, je m'y sentais mieux que dans les autres villages. Je n'ai jamais ressenti un tel sentiment. Il avait des maisons blanches, bien peintes, d'un style un peu mauresque, avec des arrondis de partout et des petits drapeaux accrochés aux fenêtres. C'était très coquet, très propre. Les gens étaient gais et sympathiques, pas comme ailleurs. J'ai vu de beaux villages, tu sais, mais aussi beaux, je me le demande. Ça ne me rappelait pourtant rien de connu, mais je ne peux pas dire pourquoi je m'y suis senti de suite très bien, heureux, apaisé, comme si j'avais trouvé un souffle. C'était un village de l'intérieur, accroché à une montagne, avec rien qui ne m'était familier, moi qui ne me sens pas bien dès que je suis loin de la mer. En rentrant de vacances, j'en ai parlé par hasard à un vieil oncle. J'ai été stupéfait d'apprendre que nos ancêtres venaient de ce village. Il m'a dit que mon arrière-grand-père avait vécu et qu'il était peut-être né. Je n'en savais rien. Alors, ce n'est pas le seul témoignage, il y en a d'autres, de mon kinésithérapeute d'ailleurs, qui me massait le dos, et il avait un nom de là-bas, un beau nom espagnol, et je lui dis, ah bon, vous êtes d'où, et ainsi de suite, et il me raconte la même chose, et puis bon bref, 2 jours après, je lui demande d'amener mon magnétophone, et il me dit exactement la même chose. Bon. Alors bon, c'est évident que nous ne sommes pas comme les saumons qui remontons encore que notre conscience est fabriquée à partir de cette évolution. Nous ne sommes pas ni les saumons, ni les anguilles qui vont pondre en mer des Sargasses et qui remontent. Donc, Yves, comme l'autre, avait certainement entendu dire dans leur enfance le village, pour lui, le village de Tarbena. Ce qui est important, c'est que le seul fait que dans sa conscience, le mot Tarbena a pu atteindre quelque chose qu'il avait forcément entendu, a fait qu'il se soit senti bien. Et quand Yvon dit heureux, apaisé, en équilibre, un souffle, c'est exactement les mêmes mots que m'emploient ceux de la 3e génération pour dire ce qu'ils pensent trouver si un jour ils vont en Algérie,
ou ce qu'ils ont trouvé lorsqu'ils y ont été. Une respiration apaisée, en équilibre, un souffle. Cela veut donc dire que Yvon vit très bien, sans sa mémoire. Mais s'il n'avait pas trouvé cet équilibre, que finalement, un équilibre si remarquable qu'il ne le vit pas au jour le jour, c'est bien que c'est sa mémoire et c'est son histoire qui le travaille. Le fin fond de l'histoire, c'est qu'à la suite de ça, Yves a parlé à son père et qu'en 2012, Yves est retourné en Algérie. Voilà, donc ce qui montre bien à quel point cela travaille. Cela travaille les dernières générations, ça je le dis évidemment, mais plus encore ceux qui sont tombés sur ce livre par hasard, après la parution du livre. Et là, j'ai vraiment eu énormément de messages qui me sont envoyés, parce qu'on trouve mon adresse email à peu près de partout. Si vous cliquez Ripoll, vous allez la trouver 15 fois sur les sites internet. C'est volontaire. C'est volontaire, puisque j'écris des livres et que j'attends de ceux qui lisent mes livres qu'ils entrent en relation avec moi. Donc, c'est un appel à communication. Bon, eh bien, ceux-là me disent que ça a été véritablement un souffle, qu'ils n'imaginaient pas. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, je signe à lire en famille. Et je dis aux personnes, ce livre-là, laissez-le traîner. Et dites-leur, bon, écoute, ouvre-le, tu verras bien, on discutera. Donc, cette dernière génération, quand bien même elle dit qu'elle n'a plus rien à voir à cette histoire respire en eux. Pourquoi ? Parce que nos parents sont arrivés avec une image double et contradictoire. Le mythe d'un paradis perdu. Et j'ai analysé ce qu'était le paradis perdu. Là, j'ai pris du temps à analyser dans les consciences ce que c'était. Et parallèlement à cela, un enfer. Et vous savez, les psychologues peuvent produire ce que l'on appelle des névroses expérimentales. On ne le fait pas chez l'homme, encore qu'il y en a qui doivent s'y amuser, mais on le fait chez l'animal, on peut le faire chez l'animal. Si chez un animal, vous donnez un renforcement positif pour quelque chose, et à un moment donné, vous donnez un renforcement négatif pour la même chose qui était positive, et si vous variez comme ceci, l'animal devient fou. Or, c'est ce qui s'est passé dans les consciences de nos parents, outre le fait de la stigmatisation et autres, c'est-à-dire cette image. Et dans la vie, à la maison, autour de la table, c'est cette notion que l'on a vue dans le film. Ce film était très représentatif de ce que j'ai retenu. Bon, j'ai regretté, évidemment, ça c'est absolument impardonnable, j'ai rien vu sur Philippeville. Si je passe là-dessus, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, bon, c'est ma sensibilité, j'ai vu du partage. Et nos enfants ne peuvent qu'être réconciliés avec cette image-là. Autrement dit, ce que les enfants ont vu, c'est cette atmosphère, et ça, c'est ce qui leur travaille, et ça, c'est ce que nos parents ont semé de meilleur. Et donc, je pense que cette psychologie, parce que c'est une nécessité vitale, une spiritualité vitale pour l'être humain, j'en fais vraiment quelque chose qui est une forme de besoin téléologique, c'est-à-dire un besoin qui vous dépasse et qui vous permet de vivre et de survivre. J'en fais vraiment une question de survivance. Pas une question d'éthique, pas une question de morale, pas une question de respect. C'est tout simplement le besoin d'un souffle, comme le dit Yves, apaisé, en équilibre, un souffle. Si l'on va un peu plus loin, notamment en direction des jeunes générations, celles que Hubert a interrogées, quelle est la part de ceux qui se revendiquent pieds noirs d'appropriation du passé tragique des pieds noirs et des souffrances d'une communauté que l'on n'a pas forcément vécue,
parce qu'on est né soit très jeune, enfin on est parti très jeune d'Algérie, ou voire même que l'on est né en métropole. Est-ce que dans le tréfonds de l'âme, on s'approprie aussi, ou est-ce qu'on en reste à la surface, à l'approche culinaire, familiale, et à d'autres éléments plus, je dirais, plus touristiques en quelque sorte? Ou est-ce qu'on s'approprie cette histoire aussi? Lorsque je parle avec des pieds noirs, ou des enfants, petits-enfants de pieds noirs, et c'était déjà le cas dans mon livre, je l'ai d'ailleurs décrit, et ce que je retrouve maintenant avec ceux qui ont lu ce livre et qui sont tombés sur ce livre par hasard, nos premiers échanges sont toujours extrêmement heureux. Je me rappelle d'un contact que j'ai eu avec quelqu'un qui se trouvait au Canada. Elle était belle comme tout, c'était une descendante d'Espagnol, elle avait tiré ses cheveux en arrière, elle avait mis un petit collier de perles autour de son cou, elle était très bronzée, pourtant elle vit à Québec. Et elle était belle, c'était une belle Espagnole, et en la voyant le matin, à 9 h du matin, par Skype, je me suis tout de suite dit, elle s'est faite belle pour rencontrer l'Algérie. Parce qu'elle savait qu'elle allait me parler. D'une certaine manière, je représentais l'Algérie. Et tout a été heureux, et tout était une forme de bonheur. Et puis en avançant, ça a été des souffrances. Et nos échanges ont duré près de 6 mois. Et elle me dit, le dernier jour, tu as semé quelque chose qui a été douloureux et qui m'a permis de grandir. Et ça, je vais le retrouver, y compris chez les jeunes actuellement. Ce qui veut dire que les souffrances que nous avons perçues et que nous avons transmises, mes petits-enfants n'ont pas connu la souffrance de mon père. Ils ne l'ont pas connue. Mais je suis persuadé que cette souffrance, ce qu'il était, alors que je ne suis pas dans la nostalgie, mon travail et ce livre m'a permis d'aller en avant et de regarder l'arrière comme une forme d'apaisement. Je regarde en arrière vraiment apaisé, vraiment apaisé. Et pourtant, ma petite fille est porteur de cela. Elle est porteuse de cela. Ils sont porteurs de cela. Ils ne le savent pas. L'être humain est assez fantastique, et ça c'est la psychologie transgénérationnelle qui nous l'apprend, c'est que tout passe, notamment ce qui n'a jamais été dit. Ça passe, ça traverse les générations, et je suis certain que dans 3, 4 ou 5 générations, un petit Ripoll accomplira un geste dont il ne connaîtra pas l'origine, et que ce geste est porté par la grand-mère Floriot et le grand-père Ripoll, qui arrivaient de leur exil premier. Voilà, il faut être bien convaincu que la force de la communauté traverse les individus, quand bien même on est dans le déni, quand bien même on ne s'exprime pas. Donc nous avons un travail qui est redoutable à faire, c'est de trouver les clés qui permettent de faire ici et maintenant ce travail de révélation. Merci Hubert. Jean-Yves, la relève militante, parce qu'une communauté aussi elle s'incarne, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans un tissu associatif, un moyen d'expression. Et on sait que la relève militante, elle aura un terme. Est-ce qu'au-delà de cette relève militante, il y a donc un avenir, il y aura une autre forme de relève pour notre communauté? En tout cas, comment pourra-t-elle vivre d'une autre manière? Je vais revenir un peu plus haut dans cette réflexion. En même temps que l'on garde bien sûr tout ce que vient de dire Hubert sur ces conséquences
d'un traumatisme, disons, dans les méandres de l'esprit et dans la transmission de ce traumatisme aux générations qui suivent. Je crois qu'il faut simplement retourner à la Bible. À quasiment toutes les pages de la Bible, il est question de la terre. En hébreu, Haaretz. De la terre et de l'homme. L'homme qui est issu de la terre. De la terre et d'un peuple. D'une terre qui est donnée à un peuple. Et toute l'histoire humaine gravite autour de cela. Je voyage pas mal, je ne prends pas de vacances, mais 2 fois par an, j'organise des pèlerinages. Tous les ans, un pèlerinage en Terre Sainte, et puis ensuite dans différents pays, toujours sous la forme de pèlerinage, rencontre avec l'Église de ces lieux-là. C'est ainsi que je me suis rendu en Arménie, en Irlande, en Turquie, en Pologne, cette année au Canada. Et je me suis rendu compte qu'on retrouvait toujours le même schéma. Une terre et un peuple. Une terre convoitée qui déchire les hommes. Et c'est toujours cela. Et au Canada, par exemple, en ce qui concerne les Québécois ou les Acadiens qui ont subi des persécutions inimaginables de la part des Anglais. Est-ce qu'il y a des Anglais dans la salle? Bon, on ignore, hein, nous Français de France, comme on dirait maintenant, on ignore ce que nos cousins du Québec ont subi. Et eux, ils sont toujours 300 ans après, ils sont toujours dans cette souffrance, c'est inimaginable. D'une terre sur laquelle ils vivent toujours, mais qui d'une certaine manière leur a été volée. Et inévitablement, bien sûr, l'Arménie, etc., je suis toujours à faire un parallèle. Parce que, comme vous le disiez, l'Algérie est présente à chaque instant de notre vie. Donc voilà, le peuple arménien, le peuple québécois, le peuple par rapport à nos pieds noirs. Et je me dis que, effectivement, cette terre qui est le support même de la vie de tout homme, peut être aussi la cause d'un grand déchirement, d'une grande souffrance, d'un grand traumatisme. Ce traumatisme, donc, nous, pieds noirs, nous l'avons vécu. Enfin, ceux qui l'ont vécu, toi, les pieds noirs qui ont vécu ce traumatisme, ce déchirement, cet arrachement à la terre natale. Et je crois qu'on n'a pas fini d'évaluer l'ampleur de ce que nous avons vécu. C'est assez étonnant, même, que 53 ans après, on en parle encore. Mais je me dis, voilà, rien d'étonnant, puisque les Canadiens, 300 ans après, ils sont encore dans le même. Donc, il y a eu cette souffrance-là, une souffrance que les premières générations après 62 ont vécue, sans qu'il y ait eu forcément d'explicitation auprès des générations nouvelles de la souffrance que nous avons connue. Mais c'est sûr qu'ils l'ont ressenti. Ils ont bien vu, à travers les larmes de la grand-mère ou les coups de colère du père, lorsque l'innommable paraissait sur le petit écran noir et blanc des années 60. Vous savez qui c'est, l'innommable? Donc il y avait tous ces comportements qui éveillaient chez l'enfant, chez le jeune, un sentiment. Mais c'est vrai aussi que la vie est là. La vie est exigeante. Et que peu à peu, ces jeunes générations se sont éloignées d'une transmission qui n'a pas été véritablement faite. Alors, je vous suis, je te suis tout à fait, Gerpin. Mais en même temps, j'ai une certaine réserve aussi, parce que je ne fais pas la même analyse de la situation. Disons que mon analyse est davantage spirituelle, émotive, voilà. Donc, il y a un éloignement des jeunes générations par rapport à ce que nous avons vécu, même s'ils ne le renient pas, même s'ils sont bien conscients de ce que nous avons vécu, même si, en certaines circonstances, ils vont prendre dans la défense de ce que nous avons vécu, lorsqu'ils n'ont pas été accaparés, enchloussés par le politiquement correct, par le lavage de cerveau qui s'exécute de manière toujours et de plus en plus forte. Et un de
mes petits-neveux, qui a maintenant 22 ans, et qui à une certaine époque émettait des thèses, mais alors vraiment des plus nettes quant à notre histoire, c'est-à-dire qu'il était vraiment au-delà même de ce que je pouvais espérer. Je devais le freiner même. Et récemment, il a dit à son grand-père, qui a cru devenir fou, mais de toute manière, qu'est-ce que vous faisiez en Algérie, c'était pas votre pays. Eh oui. Mais ça évidemment, c'est pas la maison qui l'a entendu. Vous comprenez bien. Alors je me dis, comment faire pour que, effectivement, ces générations-là n'aient pas honte de ce que nous avons vécu, ne succombent pas à cette ignoble lavage de cerveau et travestissement de l'histoire. Peut-être que nous n'avons pas fait tout ce qu'il fallait, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Ne vous culpabilisez pas. Nous avons vécu ce que nous avons vécu sans faire des analyses et nous n'avons pas eu de cellules psychologiques lorsque nous sommes arrivés pour nous aider à surmonter le traumatisme. En tout cas, comment faire? Une petite anecdote que j'aime beaucoup. J'étais à Lourdes il y a 15 jours et j'ai remplacé l'évêque qui n'avait pas pu y aller avec 530 jeunes collégiens et lycéens du Var. 530. Donc de 10-11 ans jusqu'à 17 ans, terminale, de 6e à terminale. Donc quand on dit que l'Église est morte, là aussi il faut peut-être réviser les choses. Ne vous laissez pas aller non plus à ces messages défaitistes. Et donc je faisais le tour des hôtels où étaient logés tous nos jeunes pour le déjeuner de midi. Et dans un hôtel, donc, nous déjeunons avec toute la marmaille que j'aime beaucoup. C'est une de la jeunesse. Et puis ensuite, nous descendons au bar de l'hôtel avec 2 ou 3 prêtres et puis des aumôniers laïcs qui étaient là. Et on se met à parler. Et il y avait parmi eux le père Marc de Saint-Cernin, qui est le neveu du père de la part de Saint-Cernin, qui était à Oran, de l'œuvre de Timon David, et qui a écrit un livre, justement, peut-être l'avez-vous lu, sur les derniers jours d'Oran, en particulier le massacre du 5 juillet. Et parlant de choses et d'autres, évidemment revenant sur l'Algérie, nous nous mettons à chanter les Africains. Et il y avait à côté une table avec quelques enfants du pèlerinage qui étaient là en train de bavarder, et une petite Vietnamienne, belle comme un cœur, les yeux en amande, les cheveux noirs de jet, les yeux malicieux, qui s'approche de nous et qui se met à chanter les Africains par cœur. Par cœur. 10-11 ans en 6e. Par cœur. J'ouvre des yeux grands comme ça, je la regarde et on finit notre couplet. Je lui dis, mais dis-toi, où est-ce que tu as appris ça? Moi, pèlerinage de Chartres. Ah, d'accord. Et je me suis dit, bon sang, bonsoir. Est-ce que demain, le relais de notre mémoire ne sera pas pris par des surgeons qui auront jailli loin de nos racines, mais qui en auront été quand même inspirés? Est-ce que cette sève qui est la nôtre, par un procédé alchimique que je ne saurais décrire, ne va pas ressurgir de cette manière-là? Est-ce que demain la Jeanne d'Arc française ne sera pas vietnamienne? Pour conclure ce débat, une question à l'un comme à l'autre, parce qu'il y a, on peut le qualifier de traumatisme chez beaucoup de membres de la communauté Pieds Noirs, beaucoup d'entre vous, parce que c'est une question obsessionnelle. C'est le sentiment, Hubert l'a un peu évoqué aussi, de l'échec de cette transmission, et le sentiment de se dire que, puisque nous n'avons pas réussi à faire venir nos enfants, eh bien effectivement notre communauté, elle est définitivement du domaine du passé, et que finalement nous y sommes un peu responsables. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces Pieds Noirs qui effectivement, vers le seuil de leur vie peut-être, considèrent qu'ils ont échoué, en tout cas qu'ils n'ont pas trouvé la recette pour transmettre cette identité? Hubert, peut-être.
il n'est jamais trop tard. Et si ce que j'ai dit a du vrai, à savoir que nos mémoires et nos histoires nous traversent et ressurgissent à un moment donné, pour peu que les conditions leur soient favorables, c'est que cette communauté, évidemment, ce n'est pas une communauté qui repose sur une langue. Ce n'est pas une communauté qui repose sur un culte. C'est une communauté qui repose sur une histoire. Et dans cette histoire, il y a une colonisation, une guerre, un exode et un exil. Et donc la question qui doit être posée, c'est que pour que la communauté ne se fracture pas, il faut qu'il y ait une adhésion aux valeurs communes. Dès lors qu'il n'y a pas adhésion de valeurs entre les générations, il va y avoir rupture. Une rupture intellectuelle qui va entraîner une rupture sociale. Moi, je compte sur le psychologique et sur ce qui me paraît être la substance de l'être humain de par son psychisme qui le pousse à sans cesse se reconstruire à partir des briques de son histoire. Donc je suis d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, je suis très optimiste. Quand mon éditeur me dit, il y a pas plus tard que 3 semaines, alors ce livre-là se vend bien moins que mes autres livres. Je le savais, et puis je n'ai pas fait ce livre pour faire du tirage, sinon j'aurais fait quelque chose que l'on m'avait demandé justement sur l'enfance des politiques. Bon, là il y a de quoi dire. Bon, mais voilà, donc, donc mon éditeur me dit, bon, votre livre depuis le début, il grimpe doucement, c'est pas ce qu'on attendait, mais il grimpe. Et il me dit, là maintenant, ça fait 3-4 mois, on ne sait pas pourquoi, depuis la rentrée, là, ce livre, il y a quelque chose, et ils me disent, à ce point qu'on pense qu'on va refaire partir nos représentants parce qu'il y a eu un nouveau tirage, on va faire repartir les représentants dans les librairies pour activer un peu les choses et demander à ce que ce soit remis en rayon. Voilà. Et moi, j'ai un souvenir, quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est justement à Toulon. Il y a eu le salon du livre de Toulon, du Var, la fête du Var, il y a de ça 1 mois et demi. Donc j'y vais pour présenter mon dernier livre qui est sorti au mois d'avril. Et puis l'éditeur a la bonne idée de m'amener Mémoire de la Barre. Je venais pour me battre pour mon dernier livre, puis c'est quand même peu vendu, alors qu'il est excellent. Et celui-là n'a jamais aussi bien parti comparativement aux autres salons de Toulon, et notamment quand il est sorti, la première édition. Et j'ai eu cette surprise, c'est de voir des gens jeunes venir prendre ce livre. Et j'ai vu des parents accompagnant leurs enfants, et notamment des filles, et les filles me demandant de leur faire la dédicace. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est ce que je perçois. Je vais prendre un peu de temps, je voudrais terminer sur, en ce qui me concerne, je ne prétends pas clôturer la discussion, en ce qui me concerne, sur les choses que vous avez dit, c'est comment, qu'est-ce qui se passe lorsque les pesanteurs sociales sont telles que la mémoire ne peut plus être exprimée parce qu'elle n'est plus légitime dans l'environnement social. Et donc je voudrais rendre compte d'échanges que j'ai eus pendant près de 3 ans avec quelqu'un, mais j'ai pris le plus court, quelqu'un que je ne connais pas. Vous allez voir un peu ce qui se joue, et ce que je voudrais montrer, c'est qu'au-delà des pesanteurs, nous avons tous un chemin à faire. Nous, mais aussi nos enfants. Et vous allez voir que là, le travail a été fait, c'est très, très curieux, et il mériterait d'analyser chaque mot, parce que chaque mot a son importance. C'est une femme. J'ai bientôt 40 ans et mon père est né en 1938 à Oran. Inutile de vous dire combien cette histoire me ronge, car j'ai beaucoup de questions que je n'ose pas poser, notamment sur son passage dans l'armée en pleine guerre de décolonisation. Donc on peut imaginer les doutes qu'a cette femme. Plusieurs fois, j'ai essayé d'aborder la question, bien que j'ai peur de lui entendre distiller des poisons. Mais rien. Et l'autre jour, il m'a répondu « Tu n'es pas pied noir ».
Il me l'a dit doucement, mais je ne m'en suis pas moins senti offensé. Pire qu'offensé, triste à un point que vous n'imaginez pas, rejeté, comme s'il m'avait ôté la moitié de moi-même. Rejeté, c'est ça le mot. C'est exactement la même réaction, vous m'avez dit, tu as parlé de ton neveu qui te dit qu'est-ce que vous allez faire là-bas, et imaginons que tu lui aies dit, de toute façon, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas pied noir. Mais peut-être que cet enfant-là se serait posé cette question. Donc, toujours aller vers l'autre et lui parler de soi, de ce qu'on y a fait, de lui parler de ce film, par exemple. Alors, bon, je passe, et puis, il y a environ 4 mois, je lui dis ceci. Savez-vous au juste ce que vous aimeriez savoir? Ou ce que vous savez et que vous n'osez demander? Identifier la demande vaut quelquefois une réponse. C'est vrai. Quelquefois, on ne sait pas, on n'est pas capable d'exprimer. Et j'ai dit ça à quelqu'un qui m'a posé la même question hier, qui ne peut pas entrer en relation avec sa mère, et pour des raisons qu'elle ignore. Bon, si j'ai dit pareil. Savoir ce que l'on veut dire et l'écrire est une façon d'y répondre. Ayant avancé sûr de votre questionnement, faites une ultime tentative. Parlez-lui de vous, de votre quête, du besoin que vous avez qu'il vous parle. Que risquez-vous? Un refus? Vous saurez alors qu'il vous faudra avancer seul. Il se passe environ 3 mois. Ça date d'1 mois et demi environ. Je reviens pour vous dire à quel point les choses peuvent se dérouler de manière inattendue. J'ai commencé à rédiger une espèce de liste, histoire de réfléchir, visualiser et éventuellement hiérarchiser. Comme ce sont les vacances scolaires, j'ai emmené mes filles chez mes parents. Nous habitons environ à 3 km les uns des autres. À cet instant, je ne pensais pas aborder un point ou un autre de ma liste. Mais je demandais à mon père, comme vous me l'avez conseillé, s'il voulait me montrer ses photos, celles de son enfance. Et il a accepté. Une foule de sentiments m'a envahi. J'étais très ému au point d'en avoir eu mal au ventre et de ne pas pouvoir m'endormir. C'était confus, un mélange difficile à démêler, mais j'ai eu l'impression d'avoir trouvé une partie de ce que je cherchais et depuis, je me sens plus en paix. Je crois avoir compris que mon père n'attendait que ça, que je lui demande de me passer ses photos. Il est comme on peut, assez embarrassé de se voir, il y a toujours un petit mot de dérision du genre « qui c'est celui-là ?» Mais je pense qu'il est content. En tout cas, hier, je lui ai dit que ça m'avait fait très plaisir qu'il accepte. J'ignore comment il a reçu cet aveu, mais j'espère avoir semé quelque chose. Ça, nous devons tous y réfléchir. Il se peut que parce que nous ne pouvons pas partager certaines valeurs avec nos enfants ou nos petits-enfants, que la transmission soit interrompue. Il faut toujours se poser la question de savoir quel pas faut-il faire vers l'autre pour parler de valeurs. Et il faut se situer sur le plan très personnel, très affectif. Il ne faut pas refuser l'autre. Moi, quelqu'un qui me dit « ton histoire d'Algérie, je n'en ai rien à faire », je trouve que c'est plus intéressant. Et je vais vous dire une chose, curieusement, je ne m'y attendais pas, ce livre, les éditeurs, beaucoup d'éditeurs me l'ont demandé. Les éditions de la différence, qui n'est pas à droite, à gauche, Odile Jacob, qui est un très gros éditeur, François Bourrin, et les éditions de l'Aube. Les éditions de l'Aube sont catégorisées ce sont des éditeurs qui publient à gauche et qui publient Benjamin Stora. J'ai volontairement publié à l'Aube, qui était l'éditeur qui pouvait, en termes médiatiques, me rapporter le moins, pas financièrement, mais en termes de promotion. Pourquoi? Parce que j'ai voulu aller parler là où ma parole pouvait être le moins entendue. Et c'est là où il faut aller parler. Et c'est là où il faut aller se battre. Après, il faut trouver les mots. Et ce que dit cette fille, c'est que le dialogue était interrompu, pas
pas seulement par le père, qui ne pouvait pas parler, mais le père pensait qu'il allait être jugé par la fille. Pas seulement par la fille, qui était incapable. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la fille a fait son travail, et elle a été disponible. Et je suis prêt à parier que le père a senti que la fille était disponible en lui montrant, non pas ses faits de guerre s'il en a eu, ou ses méfaits de guerre, mais en lui montrant son enfance, ses émotions. Et le dialogue est en train de se faire. Cela veut dire que même lorsque les situations vous paraissent désespérées, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants, eux, n'attendent que cela. À vous de trouver les mots pour leur dire les choses. Merci Hubert. Un dernier mot, Jean-Yves.